Un auteur confirmé, un auteur de premier roman. Nous avons eu envie, comme ça, de vous les présenter simultanément parce qu'ils ont des univers qui ont peut-être quelques passerelles. En tout cas, c'est ce que nous allons découvrir. Vous ne connaissiez peut-être pas encore. C'est une première. Bon, tenez, prenez chacun un micro. Franck, je vous laisse prendre un micro puisque vous êtes un habitué de l'exercice. Je vais commencer avec vous, Ruben. Vous êtes donc un auteur de premier roman. Vous évoluez professionnellement dans un univers qui est très éloigné de la littérature. Néanmoins, le livre, l'écriture, c'est quelque chose qui vous tentez depuis longtemps. Et puis, il va y avoir un événement familial qui va tout déclencher. Ce qui veut dire que vous vivez à Paris et un jour, avec votre mère, vous recevez un appel téléphonique de votre grand-mère qui, elle, vit à Marrakech et qui se plaint d'un bruit permanent. Il y a ce bruit qui revient sans cesse dans sa maison. Elle ne sait pas très bien le déterminer, elle ne sait pas d'où elle vient. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, donc ni une ni deux, avec votre maman, vous prenez l'avion et vous rejoignez votre grand-mère pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est le point de départ de ce livre, Tout le bruit du Guélise. Alors certains d'entre vous, j'imagine, connaissent Marrakech, le Guélise étant un quartier bien spécifique de Marrakech. Lorsque vous arrivez à Marrakech, qu'est-ce qui se passe chez votre grand-mère ? Alors, lorsqu'on arrive à Marrakech, la première chose qu'on remarque, c'est qu'on n'entend rien du tout. Il n'y a pas de bruit. On retrouve ma grand-mère qui est âgée, qui est souffrante aussi, il faut le dire. Psychologiquement, elle souffre de la présence de ce bruit. Elle nous appelait 2 à 3 fois par semaine pour nous dire qu'elle entendait ce bruit. Donc nous, ça nous intrigue. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, tous les regards des oncles, des tantes, des grands-parents, des cousins sont tous rivés sur Marrakech comme un phare au milieu du désert. Elle est la seule à vivre à Marrakech aussi, c'est un point qui est très important. Et on arrive, et la première chose qui nous surprend, c'est que nous n'entendons rien du tout. Donc, on se dit qu'on va faire l'effort d'écouter. On va dans sa chambre, là où elle l'entend le plus. On éteint les lumières, on ferme les volets, on ferme les portes, et toujours rien. Donc, partant de là, en fait, on se dit que le bruit est peut-être un prétexte de nous avoir fait venir à Marrakech, au Guélise, dans ce quartier-là, chez elle. Et un prétexte aussi peut-être de vous avoir fait venir aujourd'hui pour essayer de comprendre cette histoire qu'on va traverser ensemble. Parce qu'une fois qu'on fait face à l'évidente réalité que le bruit n'existe pas, que c'est un bruit qui est imaginaire d'une certaine manière, on décide de regarder ailleurs. Ce qui veut dire qu'à part un bruit que vous n'entendez pas, vous allez peut-être prendre le temps, vous et votre mère, d'écouter autre chose que ce bruit. Le lieu est important, le quartier du Guélise, la maison de votre grand-mère, parce que vous la décrivez, vous décrivez l'agencement de l'appartement, vous décrivez les ambiances, les ressentis, les odeurs, parce que tout cela, ça procède du récit. Franck Pavlov, vous, puisque nous parlons ici des lieux, que ce soit des lieux réels ou des lieux rêvés, fantasmés, vous avez choisi aussi un lieu qui existe, et d'ailleurs, il y a cette couverture que vous avez ici, et sans doute certains d'entre vous reconnaîtront ce bâtiment. Là encore, je plante le décor, hein, Franck, nous sommes à Cerbère, dans les Pyrénées-Orientales. Il y a cet hôtel construit par l'architecte Louis Baille dans les années 30, qui fut une sorte de palace pour toutes les personnalités qui allaient là-bas. Hôtel magnifique, qui existe encore aujourd'hui, qui a peut-être perdu un peu de sa superbe, mais en tout cas, l'âme est toujours là. Et puis, précisons-le, ce bâtiment, il est à la frontière franco-espagnole, donc sur un lieu de passage. Là aussi, vous êtes parti d'un point de départ de ce bâtiment qui existe. Ça veut dire que les pierres vous parlent parfois ? Oui, tout à fait. Ensuite, c'est sur la frontière, donc pour moi, ça ne peut être que quelque chose d'intéressant, parce qu'il a une mémoire, il a une âme, vous avez dit, il a une mémoire, cet hôtel qui est en béton moulé, qui est figé comme un Titanic sur la gare de Cerbère. La gare prend beaucoup d'importance. Il a la mémoire des années 40, dans lesquelles la retirade, les Espagnols républicains fuyaient l'avancée de Franco. Et parmi ces républicains qui fuyaient dans la boue en plein hiver, il y avait un poète, Antonio Machado,
qui avait chanté la Séville, qui avait chanté Madrid, tombant sous la mitraille, comme il dit, et qui fuyait les troupes de Franco, et qui va passer sa première nuit fatigué, éreinté, dans un wagon de la gare de Cerbère, sous l'œil de cet hôtel. Donc il y a vraiment des mémoires comme ça. Et puis il a un œil d'aujourd'hui. Cet hôtel, il voit passer les migrants d'aujourd'hui qui, 80 ans après, passent sous le même tunnel qui relie la frontière espagnole et française. C'est l'autre point commun peut-être entre vos deux histoires, c'est qu'avec le récit de votre grand-mère, vous allez aussi plonger dans son propre passé, et vous faites également le choix, Franck Pavlov, de faire des allers-retours dans votre histoire, puisque vous allez nous raconter cet hôtel dans les années 30, mais l'hôtel n'est pas le sujet du livre, hein, précisons-le, c'est un décor, comme la gare en est un, comme Portbou en est un, comme Collioure en est un à un moment du récit, mais il y a ce personnage, alors il y a notamment Machado que vous avez évoqué, et puis il y a également la photographe Germaine Krull qui apparaît à certains moments, le philosophe Walter Benjamin. Ce sont des figures tutélaires et qui sont portées par des personnages d'aujourd'hui, qui vont être les vrais héros que nous allons suivre. Tout à fait. Les personnages d'aujourd'hui qu'on découvre dans le livre seront des personnages qui sont à la recherche d'une vérité en eux. Et c'est comme si au-dessus de l'hôtel, il y avait une sorte de spirale qui va dévoiler leur propre vérité. Et comme ils sont plusieurs, ils ne se connaissent pas, ils ne vont pas trop savoir, le lecteur le sait, mais eux ne savent pas exactement le destin des uns et des autres, mais ils vont s'apercevoir qu'une part de leur vérité est dans le regard des autres. Et c'est peut-être ce qui va structurer le roman, c'est-à-dire qu'on ne se connaît soi-même, ou on fait une introspection, on n'en plus finir, ou alors on regarde les autres. Et la photographe, à un moment, elle dit « l'œil n'est pas fait pour voir, mais pour recevoir ». Ça serait ça, peut-être, un des messages du livre, c'est-à-dire que plus on a envie de se connaître, plus il faut regarder les autres. Inversement, se projeter en avant. Et avec beaucoup d'attention et beaucoup de respect, on va découvrir quelque chose qu'on n'avait pas vu en soi. Et cet hôtel va révéler cela. Il a ce pouvoir, cette âme magique. Ces personnages ne se connaissent pas, ils vont se rencontrer. Il y a une photographe, il y a un violoniste, il y a cet homme qui travaille au poste d'aiguillage, avec sa fille aussi qui joue un rôle important. Il y a un libraire à un moment, il y a le directeur de l'hôtel qui fait également son apparition. Ils ne se connaissent pas, mais on a l'impression qu'il était évident qu'à un moment, ils allaient se croiser et finalement qu'ils allaient avoir besoin les uns des autres. Vous pouvez nous les présenter brièvement, ces personnages d'aujourd'hui ? Oui, comme une évidence. Il y a cette photographe qui a été élevée en Thaïlande sous le regard de Germaine Krull, qui est une photographe des années 30 magnifique, qui a photographié De Gaulle, Malraux, Cocteau, des grandes figures comme cela. Il y a un violoniste qui vient de découvrir, ses parents sont morts, il a été adopté, qu'il a peut-être un lien très fort avec Antonio Machado, qui a perdu une valise avant de décéder à Collioure, avec des poèmes. Et il va les rechercher pour savoir qu'est-ce qui va le lier à ce personnage-là. Et il joue du violon, c'est un violoniste, il joue du violon dans le même wagon dans lequel Machado a passé sa première nuit à Cerbère. Il est là, la gare de Cerbère, c'est une emprise de 12 hectares avec des anciennes machines à vapeur, des wagons d'effet, du lierre, des aristologes, de la glycine qui recouvrent le tout. Et au milieu, un vieux wagon Pullman dans lequel le violoniste s'est réfugié. Et tous les soirs, il va jouer El Can del Orcel, c'est le chant des oiseaux, c'est-à-dire le chant que s'étaient approprié les républicains espagnols pour se réunir entre eux comme ça. Et cette musique, tous les soirs, si vous allez dans l'hôtel, vous fermez les yeux, vous allez l'entendre encore, parce qu'elle est prise dans l'aristologe, elle est prise dans les tournants de béton de cet hôtel-là. Les rencontres, il en est question donc dans votre livre, Franck Pavlov. Les rencontres, il en est question aussi dans votre livre, Ruben Barouk, parce que on l'a bien compris. Au départ, c'est une histoire de famille. Votre grand-mère, votre mère et vous êtes dans la maison, mais vous allez sortir de la maison. Vous allez partir comme dans une sorte de pèlerinage. Et au fil de cette pérégrination ou de ce pèlerinage, il y a aussi des personnages qui vont s'inviter à vous et qui vont faire avancer non seulement le récit, mais qui vont vous faire avancer dans votre relation familiale. Absolument. Absolument. Et c'est un pèlerinage à différents endroits. Déjà, c'est un pèlerinage à l'intérieur de la maison qu'on fait. Mon grand-père est défunt et pourtant on a l'impression qu'il est partout à l'intérieur de la maison. Son mari. C'est un pèlerinage que l'on fait à Marrakech. Donc on va dans différents quartiers de Marrakech. On va notamment au Miara, qui est le cimetière de Marrakech, où
c'est le cimetière juif de Marrakech. Et on va aussi dans différents endroits à l'extérieur de la ville. On part notamment à Ajbarou ou dans la vallée de l'Ourika, où on va effectivement aller faire des rencontres de lieux qui sont protégés, de lieux qui sont préservés, de lieux saints, où on va aller pèleriner en fait et exhumer les traces de l'histoire passée des populations juives du Maroc, qui ont en fait le roman aussi prend vie dans un contexte où il y a eu différentes vagues d'exode successives au Maroc, la dernière étant dans les années 70 où la majorité des populations juives ont quitté le Maroc et sont parties pour la France, le Canada, les États-Unis, Israël. Ma mère elle-même est partie peu de temps après ça. Et ma grand-mère fait partie des derniers. Et donc elle veille, comme d'autres personnes au Maroc qui ne sont par ailleurs pas juives, sur notre mémoire collective. Et donc c'est un voyage aussi, ce grand pèlerinage, comme vous avez raison de l'appeler, c'est un voyage à travers les traces laissées, les traces passées de cette mémoire collective qu'est la nôtre. Votre roman est aussi en quelque sorte un message de paix, d'écoute, d'ouverture, de tolérance, puisque vous le rappelez, il y a eu les Juifs qui ont été à Marrakech et qui, au moment de la guerre des 6 jours, sont pratiquement tous partis, et votre grand-mère reste l'une des dernières. Et vous avez envie que ce livre soit aussi une sorte de main tendue, de partage entre ces communautés. Absolument. Absolument. C'est un livre qui rappelle, humblement, je crois, une époque qui a réellement existé, une époque de coexistence où les populations juives du Maroc et les populations musulmanes du Maroc ont coexisté en harmonie pendant très longtemps. Donc c'est effectivement un rappel de ce passé-là, et ce bruit en est peut-être la forme de cet appel-là, mais c'est aussi un hommage à toutes les personnes qui couvent, et je dis bien couvent parce que je pense qu'il y a dans ce livre aussi l'espoir que les choses puissent renaître, cette mémoire collective. Donc c'est un message d'amour et de paix, absolument. À Marrakech, l'arabe a quelque chose en juif de lui. Des parcelles de notre identité se sont réfugiées là, en eux, comme quelque chose de profondément intime. C'est ainsi, l'arabe garde le juif. Il le protège, il couvre ce qu'il en reste, tout ce qu'il reste de lui, tout ce que le juif semble n'avoir pas pu prendre le jour du grand départ, tout ce qu'il a été contraint de laisser, tout ce qu'il est, rien de plus. C'est aussi tout ce que l'arabe n'a pas su laisser partir, tout ce qu'il a pu retenir quand ils se sont quittés. Chez vous, Franck Pavlov, la grande histoire est aussi plus ou moins présente, parce que je le disais en préambule, Cerbère, où se trouve cet hôtel, c'est la frontière franco-espagnole, et au-delà des fastes des années 30, il y a aussi le souvenir de la guerre d'Espagne et de ce lieu de passage pour ceux qui voulaient fuir le régime de Franco, et puis par le personnage de la fille du poste d'aiguillage, de l'homme du poste d'aiguillage, il y a aussi les migrants d'aujourd'hui, ceux aussi qui essayent de monter vers l'Europe, qui essayent de fuir une terre qui n'est plus la leur. Oui, dans ce que tu as dit, les mots paix et espérance me touchent beaucoup dans ce que tu dis, parce que ce que je retrouve dans cet hôtel-là, c'est ce désir de rencontrer les autres, ce désir de paix et d'espérance, que cette histoire qui, 80 ans après, se recommence, le tunnel qui passe au-dessus du col de Balistre, le tunnel de SNCF sert toujours de passage aux réfugiés. Donc je trouve que vraiment ce que tu dis, c'est... Voilà, j'aime qu'on puisse dire ça de nos livres. Effectivement, parce que le monde bruit, on n'est pas innocent, on en parle aussi, mais une fois qu'on en a parlé avec force, on dit encore plus fort. Pour ma part, le rayon vert, vous savez, c'est cette étincelle verte qu'on doit voir normalement quand le soleil se couche sur la mer, et il y en a qui le voient, il y en a qui ne le voient pas, mais tous l'espèrent. Et l'espérance, c'est ça qui va faire la force des personnages. À la fin du livre, ils sont tous sur le toit de la terrasse. À l'époque 1930, il y avait des cours de tennis. Vous voyez, la belle époque où c'était, on fait la fête. Là, ils sont là, tous ensemble. Ils ne se connaissent pas, mais ils se sentent proches. Et ils se sentent tous, on va le voir, oui, ils vont le voir puisqu'ils l'espèrent. Voilà.
Et vous l'aviez pensé, ce parallèle entre ces migrants d'aujourd'hui et ceux qui ont fui également l'Espagne de 1936 ? Pas dès le départ, mais dès que je suis arrivé, on m'a dit, bien sûr, fais attention, fais pas attention, mais comme je zonais un peu dans cette gare, là, on m'a dit, la nuit, tu vas voir des lumières qui s'allument, tu vas entendre des bruits, tu vas sentir le feu de cagettes de fumée parce qu'ils se réchauffent. Ce sont les migrants d'aujourd'hui qui passent. Et la photographe, qui, elle, était intéressée avant uniquement à l'esthétisme de la belle époque, va s'apercevoir que son regard peut changer et qu'elle peut s'intéresser, que l'hôtel a un cœur, n'a pas qu'une forme, mais qu'un cœur. Et elle va le sentir battre, ce cœur. Et moi, je l'ai senti battre, ce cœur. Si vous y allez aussi. Alors, Ruben Barraud, qu'avez-vous trouvé ce bruit ? On le saura à la lecture de ce très beau livre. Et puis, en ce qui vous concerne, Franck Pavlov, vous redonnez vie à cet hôtel de Cerbère. En tout cas, ce sont deux textes forts qui sont portés par des écritures magnifiques, pleines de poésie, parce que c'est aussi, me semble-t-il, un point qui vous rassemble. C'est l'amour des mots, la musique des mots, la syntaxe, et votre écriture est très poétique. Juste une phrase comme ça en introduction, Franck. « L'air est doux après l'orage d'automne. Au dernier étage, une femme accoudée au parapet du balcon. Longs cheveux clairs, fume, rêve face au phare. » Ça s'appelle L'Hôtel du Rayon Vert, c'est votre actualité, Franck Pavlov. Merci. Et puis Ruben Barraud, vous vous lancez aussi en écriture avec ce premier roman, Tout le bruit du Guélise. Merci beaucoup à tous les deux.